16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et on va parler de l'addiction qui touche de plus en plus de Français. Enfin, quand je dis l'addiction, je devrais plutôt dire les addictions parce qu'elles sont également de plus en plus nombreuses. Alors bien sûr, ça a toujours existé, même si on n'en parlait pas de cette manière-là, parce que l'alcoolisme, on sait très bien que depuis la nuit des temps, il y a des gens qui s'adonnent à l'alcool, si je puis dire. Et puis, aujourd'hui, je vais en citer quelques-unes, la drogue, le porno, les jeux, le sucre, les réseaux sociaux, puis j'en oublie certainement beaucoup. Laurent Carilla est avec nous, il est psychiatre, il fut l'un des premiers à évoquer l'addiction. Est-ce qu'il se doutait que ça allait devenir un fléau social? Je lui pose la question dans une minute. En tout cas, c'est signe que notre société ne va pas très bien parce que les addictions, elles tentent de remplir un vide, un mal-être, sans doute de la solitude aussi, bref, une mauvaise image de soi. Malheureusement, non seulement l'addiction ne permet pas d'aller mieux, mais au contraire, elle fait sombrer encore plus puisqu'elle nous donne un sentiment de honte ou de culpabilité. Vous êtes peut-être dans cette situation ou c'est peut-être l'un de vos proches et vous avez envie de conseils, on vous attend, vous nous appelez 0826 300 300 ou vous envoyez un SMS Brigitte au 7 20 18. Merci Laurent d'être avec nous. Laurent Carilla, je viens de le dire, vous étiez un des premiers à tirer un peu la sonnette d'alarme il y a déjà très longtemps. Ça fait combien d'années votre premier livre sur l'addiction? Ça date de 2004, 2005, ça fait 20 ans. Oui. Je suis pas très vieux, mais quand même. Demain, c'est mon anniversaire, remarquez. C'est vrai? Voilà. Je suis invité. Mais vous m'invitez toujours les veilles de mon anniversaire et ça, j'adore, Brigitte. C'est fou, ça, c'est génial. C'est génial. Bon, en tout cas, on va pas picoler comme des malades pour fêter votre anniversaire la veille. Mais est-ce que vous imaginiez que ça allait prendre cette ampleur? Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est devenu un fléau. En 2009, j'ai écrit un livre, Brigitte, qui s'appelait, je l'ai écrit en rapport avec ce que je voyais à l'hôpital. J'avais monté à l'époque un programme autour du traitement de l'addiction à la cocaïne, c'est en 2009, et un programme autour de l'addiction sexuelle. Et ça commençait à arriver, et j'ai écrit le bouquin qui s'appelait La cocaïne, tout le monde en prend, en 2009. Et là, les derniers chiffres montrent que la cocaïne, tout le monde en prend. Alors, je suis pas un visionnaire, mais l'idée, c'est qu'on arrive un peu à sentir les choses, à avoir un peu toutes ces nouvelles drogues qui arrivent, à voir les différences entre les générations. C'est-à-dire que les 30-50 ans, ils consomment pas pareil que les 15-25 ans, vous voyez, avec il y a d'autres problèmes. Il y a le problème des gaz hilarants dans les ballons, le protoxyde d'azote chez les jeunes, alors que chez les plus âgés, on a plus de problèmes de cocaïne. Vous voyez, on a tout un paysage vraiment différent. Mais je sais pas, mais il me semble quand même que le fait de plus trop savoir où on en est, quel sens on donne à sa vie, ça donne pas une certaine désespérance, comme on dit, qui fait qu'on va aller chercher. Mais c'est pas les seuls facteurs explicatifs. C'est-à-dire que oui, on peut se sentir mal, déprimé, anxieux. Mal dormir, mais il y a aussi le stress de l'environnement, il y a la société qui est addictogène, et après il y a des facteurs personnels qu'on a qui vont faire qu'on va développer ou non la maladie, parce que tout le monde ne tiendra pas à guide. Si vous êtes d'accord qu'il y a de plus en plus de gens qui sont addicts à une substance, quelle qu'elle soit, ça peut... Je dirais il y a de plus en plus de gens qui consomment excessivement, pas addict, parce que addict ce serait vraiment malade. L'addiction c'est une maladie. Je dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment excessivement plein de choses, c'est soit des substances, soit des comportements, soit des trucs sur Internet. Vous voyez. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux pour la santé de consommer un peu trop, ou est-ce qu'au fond, après tout, chacun fait ce qu'il veut? D'abord, chacun fait ce qu'il veut, mais consommer trop... Peut-être pas quand même. Mais consommer si ça coûte à la sécurité sociale, ça coûte à la société. C'est ce que je veux dire, c'est que d'abord, chacun fait ce qu'il veut, mais après, consommer trop et ne plus pouvoir s'arrêter de consommer malgré les conséquences négatives sur sa santé, là, on est dans un truc pathologique. Là, on est dans l'addiction. Dans l'addiction, on est bien d'accord. Mais est-ce que justement, on risque d'aller dans l'addiction si on consomme trop, ou est-ce qu'au fond, c'est déjà certaines personnes qui vont tomber dans l'addiction? C'est une certaine catégorie de personnes qui tombent. Alors c'est pas typologie entre guillemets. C'est pas, on va pas pouvoir dire lui il va être addict, lui non, elle oui, elle non. Mais c'est encore une fois, c'est la consommation excessive, c'est pas le seul facteur d'addiction. C'est un des facteurs.
Il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a notre cerveau, la génétique, nos symptômes psychologiques, notre tempérament, notre personnalité, bien sûr, et tout l'environnement. Notre entourage, etc. Ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'on sait par exemple que la cigarette c'est une cause de mortalité, 70 000 je crois par an. 75 000 par an. On sait que l'alcool c'est pareil, ça provoque des accidents de voiture, ça provoque des cancers, etc., etc. La drogue, pareil. En même temps, vous allez me voir certainement venir. Il y a des addictions comme le porno. Après tout, ça fait de mal à personne. Alors si ça va faire mal parce que c'est justement, vous avez mis le mot addiction en fait. Le porno de base, de manière légale, on va dire après 18 ans, même si c'est du pipeau, on sait très bien que les jeunes en voient. Mais voir des films pornographiques de manière, on va dire, régulée, modérée, etc., il n'y a aucun problème. Mais si vous mettez le mot addict devant, il y a un problème, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus le porno pour du plaisir. Si on consomme trop d'alcool, on met quand même la société en danger, parce que d'abord, on peut avoir des accidents, et puis on met quand même sa santé en danger. Mais regarder un peu trop de porno, on met pas, enfin, c'est pas grave. Vous voyez ce que je vois ce que vous voulez dire. Mais non, c'est pas ça en fait. C'est que les substances, c'est vrai que l'alcool, les drogues, le tabac, ça va entraîner à la fois des conséquences, on va dire physiques et psychologiques. Les addictions comportementales, et si on prend la sexualité en ligne, le jeu vidéo aussi. Si on prend, on va prendre la sexualité, on va prendre le porno, les cams, enfin tout ce qu'il y a comme support disponible sur Internet, de manière addictive. Il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences psychologiques pour la personne, et ça va coûter à la société quand même. Oui. Mais c'est vrai que la prévalence des sex addicts, elle est moindre que la prévalence des gens qui ont un problème avec l'alcool ou un problème avec des drogues. Ça, c'est vrai. D'accord. Non, mais c'est important de faire déjà cette différence-là. Il y a des choses qui mettent vraiment notre santé en danger, comme le sucre même d'ailleurs. Même moi j'aime pas trop maintenant le sucre. Je dirais l'alimentation hypercalorique, c'est-à-dire que ça peut être aussi du gras en fait. Oui. Ou tout ce qui est produit un peu transformé sont mauvais pour la santé. Donc parce que là, il y a quand même un moment donné où il faut essayer de responsabiliser un petit peu plus les gens aussi. Bien sûr qu'il faut les responsabiliser, mais en fait, sans juger, bien sûr. Alors, il faut pas juger, il faut pas culpabiliser, il faut pas stigmatiser. Ça, c'est les principes de base de la médecine et de la dictologie. Mais par exemple, une émission comme aujourd'hui, ça sert à faire de la prévention, en fait, finalement, à donner des informations. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est comme ça, on voit très bien que malheureusement en France, la prévention ne marche pas très bien. Il y a des acteurs qui se battent sur le terrain, mais ils sont pas soutenus par les hautes instances. Et donc on est toujours dans ce problème-là. On fait mais un peu. Oui, on n'est pas suffisamment. Et moi, je suis 100% d'accord avec vous. La meilleure manière de lutter contre un fléau, c'est la prévention. C'est informer. C'est pas en punissant plus les gens qui se droguent qu'on va régler le problème ça marche pas. Bon. Et vous seriez pour légiférer ou pas la drogue? De quoi légiférer, vous voulez dire en vente libre, en vente. Non, légaliser, vous voulez dire? Légaliser, pardon. Ouais, moi je suis pour une légalisation contrôlée du cannabis, ça oui, avec vraiment des mesures très strictes, etc. Mais pour les autres substances, c'est trop compliqué. D'accord. Mais pour le cannabis, vous seriez pour. On entend ça quand même pas mal. Oui, il y a deux courants. Il y a les anti et les pros. La légalisation contrôlée, ça aiderait beaucoup à rapporter de l'argent pour injecter ça dans d'autres campagnes de prévention, etc. Oui, ça serait une bonne idée. Bon, en tout cas, si vous êtes addict à quoi que ce soit... Moi, je suis addict à vous, mais c'est positif. Oui, mais ça, c'est pas une addiction, puisque ça fait pas souffrir. Non, elle est positive. Moi, je souffre parce que je vous vois pas assez. Moi, je vais revenir quand vous voulez. D'accord. Bon, en tout cas, on va parler de l'addiction. Si vous avez envie de poser des questions à Laurent Carilla, vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, c'est Cécile qui est en couple et ils sont tous les deux addicts, ce qui ne simplifie évidemment pas les choses. Elle nous raconte dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Laurent Carilla, oui, on évoque toutes les addictions et on va commencer avec vous, Cécile. Vous êtes en couple et vous avez tous les deux tendance à boire beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans l'addiction. Racontez-nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Cécile. Alors, j'ai entendu la définition de l'addiction. Et alors, il semble qu'on soit plus dans une consommation excessive.
pour mon compagnon et moi au niveau de l'alcool. Alors, la consommation excessive, c'est hors contexte festif, hein, c'est pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, voilà. Et dans un contexte festif, c'est 4 verres, c'est des verres de bar, hein, c'est pas des verres à l'infini. Et dans un contexte festif, c'est 4 verres. Si on est au-dessus, on est dans l'excès. Oui, bon, en fait, c'est vrai qu'avec mon compagnon, on n'habite pas ensemble, on se voit régulièrement. Mais bon, de manière individuelle, chacun, on a tendance à se boire 2-3 verres le soir avant de manger. Et après, quand on est ensemble, forcément, ça se prolonge aussi en apéritif et en bouteille de vin pendant le repas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente. Et voilà, donc l'idée que vous avez, après, pour les autres symptômes d'addiction, ce serait, vous voyez, vous réveillez le matin, vous tremblez, vous buvez, ou bien toute la journée vous pensez que à boire, et la seule chose qui va vous faire du bien, c'est de boire, et après ça vous fait pas de bien. Là, moi je crois que vous êtes plutôt, comme vous dites, dans l'excès, et l'idée, c'est de moduler cet excès. Et oui, mais c'est ça qui est difficile à faire en fait. Alors on n'en est pas au point où on pense à boire dans la journée. Ce qui est important, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est important parce que c'est important pour toutes les addictions, et enfin en tout cas pour toutes les consommations excessives. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être encore la possibilité de vous réguler. Exactement. Tandis que si vous étiez dans l'addiction, il faudrait vous faire aider. Vous voyez, donc là, vous avez pris conscience visiblement, puisque vous nous appelez, Cécile. Après, est-ce que vous êtes vraiment motivé? Et si vous êtes vraiment motivé et que vous en avez pris conscience, normalement, vous devriez arriver à vous faire une petite règle un peu plus, voilà, que Laurent va vous donner très facilement. Cécile, vous pourriez faire un exercice simple, ça s'appelle une balance décisionnelle. Vous faites un tableau. Vous marquez poursuivre ma consommation d'alcool actuelle. Vous mettez sur une case mes avantages à court terme, sur une autre case mes avantages à long terme, et vous faites une autre case des inconvénients à court terme et des inconvénients à long terme. Et vous marquez des propositions du plus important au moins important dans chaque case du tableau. Et vous verrez comment est votre balance décisionnelle. Et à ce moment-là, vous, en fonction de tout ce que vous avez écrit, vous régulerez tout ce qui a avantages et inconvénients. Vous transformez tout pour avoir une consommation, on va dire, contrôlée. Une consommation contrôlée, honnêtement, c'est pas plus de 10 verres par semaine, avec 1 ou 2 jours sans consommer. Voilà. Oui, voilà, ça, j'avais déjà. Mon médecin m'avait déjà alerté sur cette consommation d'10 verres par semaine et pas tous les jours. Mais vous savez, par exemple, un jour ne pas boire du tout d'alcool? Ça arrive rarement. C'est ça, il faut s'entraîner sur ça déjà, Cécile. Parce que je pense que ça c'est très caractéristique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va chercher quand on va boire un verre d'alcool? On va chercher quelque chose qui nous fait du bien, qui nous donne. On va chercher du réconfort. Voilà, exactement, voilà. Il y a plein d'autres choses qui réconfortent. Et donc se dire ce jour-là, je vais me réconforter autrement. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive, à mon avis, à avancer un petit peu sur soi. Oui, maintenant, il faut voir au moment de la mise en couple. Parce que là, c'est prévu pour bientôt, notre emménagement ensemble. Et en fait, ça m'inquiète sur le fait qu'on n'arrive pas, ni l'un ni l'autre, à se mettre d'accord sur le moment. Et à votre avis, lequel des deux pousse plus l'autre? Je sais pas trop. Enfin, je dirais que c'est moitié-moitié, puisque lui fait des efforts de son côté, moi aussi, mais c'est vrai que quand on est ensemble, disons, il y en a toujours un des deux qui va lancer en disant allez, on se boit un verre. Mais vous pouvez boire un verre, mais vous vous dites on en boit un deuxième et c'est terminé. Eh oui, ok. Mais vous alternez avec des softs, il y a plein d'autres choses. Oui. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est vrai que à deux, il y a plein d'autres choses à faire. C'est des routines qu'on n'a pas forcément. C'est ça. Il faut même pas la routine, parce que la routine c'est un mot horrible, mais c'est l'idée c'est plus l'alcool qui est le troisième partenaire du couple, quoi. Oui, voilà. C'est vrai que là j'ai un peu l'impression que c'est comme ça.
Et c'est important parce que vous n'êtes pas encore ensemble, donc il faut prendre les bonnes décisions, je pense, avant de vous mettre ensemble, parce que sinon vous risquez de déraper un peu. Il faudrait voir qu'est-ce qui, quand vous êtes ensemble, vous réunit, parce que j'ai bien compris que c'était aussi quelque chose qui vous réunit, et c'est chouette d'ailleurs, c'est chouette de se dire on boit un verre ensemble, parce qu'on se retrouve, on est heureux de se retrouver, et c'est joyeux. Qu'on se pose à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre couple qui a aussi cet effet dynamisant, voyez? Oui, il y a plein d'autres choses, c'est vrai. Parce que vous pourriez, quand vous vous retrouvez, au lieu de vous dire tiens on va boire un verre, dire tiens on va faire un tour, enfin je dis n'importe quoi. Du heavy metal. Ou écoutez, oui. Du heavy metal. Enfin pas forcément du métal, mais en tout cas. Mais vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut mettre en place, d'autres rituels. D'autres rituels, voilà, oui. Oui, c'est très instructif. C'est vrai que avec tous les deux, comme on a l'habitude de boire bien depuis des années, là, depuis qu'on est ensemble, ça s'est renforcé. Donc il faut faire tous les deux une balance décisionnelle, comme je vous ai dit, et après vous la confrontez, et après vous vous dites comment on régule tous les deux ensemble pour aller de bien, et puis... quand on boit beaucoup, c'est bien de faire au moins une fois un petit bilan de santé avec une petite prise de sang. Oui. Ça, on arrive à être suivi. Donc pour l'instant, mais comme on est encore assez jeune, c'est vrai que les dégâts sur la santé, il n'y en a pas. Mais il y en a tout le temps. Il n'y a pas d'âge. Hein. C'est normal, dès qu'on abuse de quelque chose qui n'est pas excellent pour la santé, il y a des répercussions. Alors pour l'instant, vous ne les voyez pas parce que votre foie est encore à peu près en bon état, mais il a déjà certainement un peu subi les effets de l'alcool. Je parle du foie, parce que c'est souvent le foie qui est le plus... Vous voyez, et ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez de dire, Cécile, c'est qu'on voit bien que lorsqu'on n'a pas vraiment envie, quand on n'est pas encore vraiment motivé, on va être un peu dans le déni. Il faut réduire un peu. Oui. Vous voyez, oui. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis seule, j'ai un peu de mal à me contrôler, parce que, comme vous dites, je cherche du réconfort là-dedans. Je pense que on pourrait. Oui, j'entends bien, et quoi qu'on en dise, même si on n'est pas alcoolique, boire un petit peu d'alcool, ça donne un petit peu d'euphorie. Bien sûr, ça désinhibe un peu, etc. C'est très agréable. Donc c'est évident. Mais en attendant, faut être conscient qu'à force, on se fait pas du bien. Donc si on se fait un peu de bien sur le moment, on se fait pas du bien. Oui. C'est justement la problématique de l'alcool, je pense. Hein. Oui, et puis de toutes les substances. Oui. Bon, il y a un petit jouet peut-être qui pourrait vous faire du bien. Non, mais je plaisante un peu parce que c'est pas la même chose. Mais vous voyez, trouvez peut-être quelque chose qui peut. Oui, c'est pas idiot. Pourquoi pas un peu de musique, un peu d'autres stratégies, de regarder quelque chose que vous avez envie de regarder. Enfin, vous voyez, une autre stratégie qui vous réconforte. Oui, tout à fait. Bon, on compte sur vous, Cécile. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Ben, je vous en prie, c'est nous, merci. Et puis, si votre compagnon, il est aussi lucide, à deux, vous devriez y arriver. Parce que du coup, on s'encourage mutuellement. Ouais. C'est mieux à deux. C'est vrai qu'on avait plutôt une trajectoire qui était plutôt descendante pour nous, mais c'est vrai qu'on pourrait inverser le processus et faire la balance additionnelle, ça peut être une bonne idée. Voilà, faites-la déjà pour voir, vous verrez. Et alors moi, il y a un truc que je trouve qui marche pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, Laurent Carilla. C'est que par exemple, l'alcool, ça coûte un peu de sous. Ouais. Chaque fois que vous arrivez, par exemple, un soir à ne pas boire tous les deux, vous mettez dans une petite cagnotte un peu de sous, et puis au bout d'un certain temps, vous aurez de quoi vous payer un petit week-end super. C'est une très bonne idée, ça, Brigitte. Ça marche bien, ça, une belle stratégie. Ouais, ça marche. Oui, ça marche aussi pour la cigarette. On l'utilise pour le tabac, ça beaucoup. Ouais, exactement. Ah oui, parce que ça coûte encore plus cher le tabac d'ailleurs. Oui. Peut-être, ça peut être une bonne idée, ça, pour vous. Quand vous vous mettez en couple, vous achetez une petite tirelire. Une petite caisse, ouais. Et puis, hop, on met dedans à chaque fois des petites pièces. Oui, voire même des billets, parce que quand on achète une bouteille d'apéritif, ça coûte... Ah ben voilà. Un billet bleu, oui. Et puis, vous allez pouvoir vous payer des super week-ends
dans l'endroit où vous avez envie d'aller. Oui, c'est une bonne idée. Merci en tout cas. À bientôt, Cécile. Merci beaucoup. Bon, allez, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil et puis on aura Isabelle qui est addicte, je crois, à la substance la plus difficile oui, absolument, absolument. On l'écoute dans un instant. 14h-16h, Brigitte Radio, le Love Conseil. Alors Laurent Carilla, oui, on va parler dans ce Love Conseil de comment réussir à maintenir une bonne relation amoureuse. Ah, comment ? Parce que il y a quelques petits rituels qu'on peut maintenir pour garder justement cette relation harmonieuse. Je trouve que déjà, on pourrait visualiser une fois par jour une image positive de son ou sa partenaire. Génial, super idée. Oui, parce que ça permet je dis bien positive, hein, parce positive. Que sinon, sinon on va se barrer. Une image négative par jour, vous tiendrez pas longtemps. Une fois par semaine, il faut savoir le remercier pour quelque chose qu'il a fait. Ouais. Si c'est pas possible de trouver quelque chose, c'est que déjà votre relation ne va pas bien. Hein. Ensuite, une fois par semaine également, faites-lui une petite surprise, enfin ou une grande, hein, mais au moins une petite surprise. Ouais, ça c'est plus dur à organiser, mais c'est envisageable. Ça marche très très bien. Mais ça peut être un tout petit truc. Vous pouvez lui acheter je sais pas moi, une petite pâte de fruits si elle aime les pâtes de fruits. Enfin, vous voyez, quand je dis une petite surprise, c'est vraiment une petite surprise. Ouais. Et également, au moins une fois par semaine, passer une bonne heure ensemble pour une activité agréable. S'occuper des enfants, ça ne compte pas. Ouais. S'occuper de la maison, ça ne compte pas. Une activité agréable, 1 heure par semaine. Et une fois par mois, passer tous les deux en amoureux un petit moment pour justement vous retrouver. Ah, excellent. Et si vous gardez ces petits rituels, vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est vraiment important. Et à ce moment-là, en règle générale, la relation amoureuse fonctionne bien parce qu'il y a les petits boosters d'attention. Et puis, en surprise, pourquoi pas, un super jeu joué, Lelo. En tout cas, c'est le moment avec Sud Radio que vous pouvez jouer avec nous. C'est un stimulateur clitoridien Sona 3 de la marque Lelo que vous pouvez gagner aujourd'hui. Il est tout joli, il est tout violet. Ouais, tout violet. Il dispose de 10 réglages de plaisir. Et puis il y a une application Lelo également qui permet d'aller dans la fonction Love Bridge. Donc c'est des jeux de couple à distance. C'est pas mal. Hein. Mais vous n'avez pas le droit de jouer, Laurent. Ah bon ? Et bon, vous, tant pis. Pour ceux qui peuvent jouer, qui nous écoutent, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Voilà. Et on retrouve Isabelle. Isabelle, vous n'êtes pas en train de fumer là, j'espère. Eh si, malheureusement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent, bonjour Brigitte. Ça, c'est un peu de stress de prendre l'antenne. Vous avez allumé votre cigarette. Non, c'est que je fume, c'est mes habitudes, malheureusement. C'est des mauvaises habitudes, mais voilà. D'accord. Bon, donc vous êtes en train de fumer votre cigarette. Alors, c'est quoi votre consommation par jour ? 20 cigarettes. Bon, des fois c'est 25 si je suis en soirée, des fois un peu plus, voilà. Depuis combien de temps, Brigitte ? Depuis combien de temps, Isabelle, pardon ? Alors, moi j'ai commencé jeune, j'ai arrêté quand j'ai voulu avoir mes enfants, au moment du mariage. J'ai arrêté 29 ans. Ah, quand même, bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Et j'ai repris au moment du divorce. Eh oui. Voilà. Et bon, vous voyez, c'est important, je souligne Isabelle, mais c'est quand même important. Vous allez avoir des enfants, vous avez une motivation suffisamment forte pour arrêter de fumer, parce maintenir ça en plus. Parce que quand même, on sait que c'est pas bon quand on est enceinte, donc voilà. Surtout pas et fumer, puis tout d'un coup, vous divorcez, et là c'est plutôt une compensation négative. Hein. C'est difficile un divorce, on va pas se dire le contraire. Et là, vous replongez dans votre addiction. Vous voyez, le cerveau se rappelle toujours de ce qui était bien, ce qui faisait du bien. Ouais, le tabac. Oui. C'est enregistré. Malheureusement, oui. Et donc là, ça fait combien de temps que vous avez divorcé, Isabelle ? Alors, ça va faire 7 ans, là, 6 ans, 7 ans, je sais même plus. Donc 6-7 ans de cigarettes, quoi. Oui. Là, j'ai tout essayé. Les patchs, l'hypnose, les thérapeutes, les guérisseurs, le laser, tout. Tout, et je n'y arrive pas. Alors j'arrête, c'est 1 mois, 3 semaines, une semaine. Isabelle, est-ce qu'on vous accompagne quand vous arrêtez ? Parce que prendre des patchs et des gommes, c'est super. Mais est-ce qu'on vous accompagne ?
Oui, si vous voulez, j'ai eu un cancer du sein et j'ai eu une addicto qui est super, hein. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai d'autres soucis, la maladie, d'autres soucis, et à chaque fois, je reprends parce que voilà, il y a des galères dans la vie, voilà, c'est ça. Et à chaque fois, je retourne. Est-ce qu'on a traité ce qu'il y avait en dessous aussi, Isabelle, la dépression, l'anxiété, des choses comme ça? La dépression, oui, je suis sous antidep, hein, bien sûr. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est pas que le traitement, mais est-ce qu'il y a vraiment une psychothérapie avec les médicaments? Non. Est-ce que vous avez compris quelles sont vos zones chez vous qui vous poussent à fumer, quoi, enfin, qui vous font avoir besoin de la cigarette pour tenir? La solitude, déjà. Oui, mais ça, il y a des tas de gens qui sont seuls et qui vont pas avoir besoin de fumer. Vos fragilités, si vous préférez. Et quand je dis ça, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance. Hein, c'est pas du tout. Oui, je comprends. Moi, la solitude, c'est un gros souci. Et puis voilà, c'est le plaisir aussi de fumer, malgré que je sais que je ne devrais pas, hein, par rapport, à deux maladies. J'ai eu une rupture d'anévrisme au mois de novembre, donc, une opération de l'anévrisme cérébral, donc je devrais arrêter, mais je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai quand même eu de grosses galères médicales, et c'est pas pour ça que j'y arrive. Mais là, il faut un accompagnement très serré, si vous voulez, là, Isabelle. Il faut un addicto, un psychologue qui vous suive de manière très très régulière. Et en termes de stratégie de traitement, il faut voir ce qui est le mieux pour vous bourrer en nicotine. Parce qu'en fait, le tabac, c'est qu'un problème, c'est un problème, hein, mais c'est un problème qui est émergé de tout ce qu'il y a en dessous, qui est pas traité, en fait. D'accord. Oui. Et vous voyez, tout le stress que vous avez, il y a eu le cancer du sein, là vous avez eu l'anévrisme cérébral, etc. Vous savez, et vous le savez que vous êtes à risque de faire un accident n'importe quand. Bien sûr. Et donc, mais l'addiction, on sait qu'on a ces conséquences-là, mais on continue. Donc là, faut être archi encadré dans un programme archi serré, quoi. D'accord. Alors, toute seule, vous pourrez pas. Oui. Et comme stratégie tabac, il faut mettre le maximum. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, je le dis pas que pour vous, Isabelle, quand on a une fragilité qui est due sans doute à votre passif antérieur, enfance, etc., plus on va avoir des peurs, hein, et je pense que la peur de mourir, elle est excessive, on la comprend tout à fait. Plus on va avoir des peurs, de toute façon, plus on va tomber dans l'addiction. C'est-à-dire que c'est un cercle totalement vicieux. Mais surtout, ce sera juste le facteur qui dira, t'as un problème, fume, t'as un truc, t'es joyeuse, fume. Oui, il y a plus de contrôle, en fait. Donc, de toute façon, ça sert à rien qu'on vous dise que vous mettez votre vie en danger. Au contraire, je dirais même, ça vous entraînera encore plus à fumer. Donc, c'est ridicule. Vous comprenez. C'est ça le Verseau, n'est-ce pas? Bon anniversaire, Laurent. Pour demain. Merci. Les Verseaux, on est comme ça un peu. Et oui, c'est ça. Les interdits, nous, on les. Et puis en plus, en ce moment, il y a Pluton qui rentre en Verseau, donc attention. Oui, ah ouais, c'est quoi ça alors? Ça m'intéresse. Ça va bouger là. Ça va bouger en profondeur, oui. Très 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 profondément. Non mais Isabelle, sérieusement, vous avez vraiment besoin d'un soutien psychologique. Vous avez besoin et addictologique. Oui, quand je dis ça, les deux. je dis bien sûr dans le domaine de l'addictologie, il y a des très très bons addictologues et vous avez vraiment besoin de pouvoir vous appuyer sur quelqu'un. D'accord. Soyez vraiment consciente que vous avez besoin pour l'instant d'une béquille, donc de vous appuyer sur quelqu'un. Ouais. Vous pourrez pas toute seule. Et c'est pas grave. Après, ça ira mieux. Vous avez été capable de toute façon d'arrêter. Donc ça veut bien dire que quand même vous en serez capable. Mais pour l'instant, vous êtes dans une phase où vous êtes les genoux à terre, donc vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous relever. D'accord, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Mais vraiment, hein, c'est promis. Oui, je vais. Voilà, si Laurent a un psy sur Clermont-Ferrand, ça serait bien. Clermont-Ferrand, ouais, il faut voir l'équipe du professeur Brousse. Brousse, d'accord. Je vais CHU. Au CHU de Clermont-Ferrand. Pas de souci. Promis. C'est très gentil, je vous remercie beaucoup.
Passez une belle journée à vous deux et Vous aussi. bon anniversaire à Laurent pour C'est demain, mais oui, merci. C'est demain, oui, on le souhaite pas. C'est promis mais de la pour part demain, de tous je les précise, auditeurs, hein. je lui enverrai un SMS demain. C'est promis. J'espère, Voilà. Brigitte, j'ai hâte. Allez, on fait une toute petite pause et puis on continue évidemment à évoquer les addictions et merci Laurent, parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui Merci sont à vous, peut-être Brigitte, de m'inviter comme tout le temps. Isabelle doivent comprendre à quel point c'est important de se faire aider dans ces moments-là. Exactement. Hein, c'est vraiment essentiel. Exactement. On va revenir sur les jeux d'argent et le chic. À tout de suite. Tout un programme. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 08 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous. Vous Oui, êtes Brigitte, je suis en pleine forme. spécialiste de l'addiction. Je rappelle que vous êtes psychiatre. Hein. C'est C'est quand même toujours important parce que c'est quand même une nécessité pour être addictologue. Il faut quand même avoir une notion de ce qu'est l'être humain. Oui, et en tout cas, alors tous les psychiatres ne sont pas addictologues et tous les addictologues n'ont pas de formation en psychiatrie, mais en tout cas, il y a une formation minimale pour être addictologue sur les maladies psychiatriques. C'est clair que quand on est addictologue, les addictions, je le dis tout le temps, j'ai l'impression de me répéter sans arrêt, mais l'addiction, c'est les substances et les comportements, c'est que les branches de l'arbre. Il faut traiter aussi les racines. Exactement. Et les racines, c'est quelque chose de plus profond. Vous êtes également auteur de différents livres, notamment Docteur Addict ou pas, cette édition HarperCollins. Je l'aime particulièrement bien, ce livre, parce que vous avez abordé tout ce qui peut être... Tout nos comportements de vie. Voilà, tout ce qui peut nous faire plaisir. Et qui peut dérailler après. Et il y a des tests, donc on sait... voilà. Et moi, je sais que de temps en temps, j'aide quelqu'un, justement, grâce Brigitte. à votre livre. Addict ou pas, ça c'est aux éditions HarperCollins. On peut vous suivre également sur votre podcast Addict, avec un K, Sion. Estelle, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je crois que c'est pas vous, c'est votre fille qui est addicte au cannabis et aux jeux d'argent. Tout à fait. Elle a 24 ans et elle dépense beaucoup d'argent dans le shit et puis dans des jeux comme le Monopoly en ligne, etc. Alors évidemment, on lui donne aussi de l'argent, pas pour ça à la base, mais c'est pour ça qu'elle s'en sert. Je sais que c'est une jeune fille qui a goûté un petit peu à tout, à la coke, certainement à autre chose aussi. Et le problème, c'est que je ne sais plus, elle est en thérapie, mais de façon pas très régulière. Étant donné qu'elle est majeure, on a du mal à l'obliger à aller consulter. Et là, ça devient insupportable en fait. Oui, et puis il y a un vrai problème que je me permets de soulever, Estelle, c'est que vous lui donnez de l'argent, c'est pas mal parce que ça lui permet de peut-être pas faire autrement pour en avoir, et en même temps, c'est grâce à ça aussi qu'elle peut. C'est très complexe. Mais je sais qu'une fois, on lui avait dit, écoute, puisque l'argent te sert à ça, on va plus t'en donner. Elle nous a dit, j'en ai rien à foutre, j'irai dealer pour en avoir. Oui. Ok. Donc, et on sait qu'il y a des jeunes qui vont même jusqu'à se prostituer pour en avoir. Enfin bon, de toute façon, c'est terrible. Un fléau. Et puis, ce qui serait bien aussi, alors je ne sais pas si si je me dois de le dire, mais ce serait bien aussi quand il y a des problèmes avec les jeunes, que la famille aussi soit soutenue, parce que c'est très difficile. Et là, par exemple, je cherche un lieu où elle pourrait être en cure, même si elle ne le veut pas. Est-ce qu'on a le droit de l'obliger? Enfin, je sais pas. Alors, Estelle, il y a plein de choses dans ce que vous dites qui sont importantes. C'est vrai que les prises en charge familiales, c'est important. Alors, il y a déjà la vraie question, je sais pas comment s'appelle votre fille? Amélie. Déjà, Amélie, c'est quels sont les diagnostics médicaux d'Amélie déjà? Parce que bon, ok, on entend, il y a le cannabis, il y a les jeux en ligne, mais il y a peut-être d'autres choses en dessous qui sont mal ou pas traitées. Tout à fait. Vous voyez ? Je pense que c'est une jeune fille qui est de personnalité borderline. Oui, mais ça, elle n'a pas été diagnostiquée. Non, je ne sais pas par qui la faire diagnostiquer. Alors, il faut qu'elle voie un psychiatre. L'idéal, c'est de voir un psychiatre addictologue. Voilà. D'accord. C'est de voir un psychiatre addictologue dans une équipe, et l'idéal, c'est dans une équipe, avec une équipe. C'est-à-dire, c'est le mieux, ça, en fait, parce que il va pouvoir mettre en place un programme de soins très. Et il faut qu'Amélie accroche avec ce psychiatre addictologue. Vous voyez, c'est le premier truc. Et tout à l'heure, vous dites, j'ai envie de la faire hospitaliser, faire une cure. Mais vous savez très bien que
D'abord, il n'y a pas d'hospitalisation pour cure contre le gré des personnes. Les hospitalisations, si vous voulez, contre le gré des personnes, c'est pour des motifs psychiatriques, on va dire urgents. C'est comme ça, malheureusement. Et on peut toujours hospitaliser quelqu'un pour qu'il fasse une cure, mais s'il n'y a pas un programme qui est fait en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après, la personne sort et va rechuter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Oui, tout à fait. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et c'est vrai quand vous dites, ma fille, elle va en thérapie mais pas beaucoup. Bon, voilà, il y a un échappement. Donc c'est sûr que c'est les consommations qui vont primer. Et l'autre chose, il y a des associations. Il y a Alanon, qui est une association pour les aidants, mais c'est surtout autour de l'alcool. Mais peut-être il faut voir auprès d'eux s'ils sont pas soutenants. Il y a aussi les associations de patients experts qui peuvent aider. Et il y a l'UNAFAM qui aide dans le cadre de la santé mentale. D'accord. Ok. Et votre fille, depuis combien de temps vous avez l'impression qu'elle dérive un peu ? Alors, elle me dit qu'elle a commencé à fumer vers 15-16 ans, donc au collège. Oui. Et puis, c'est une jeune fille qui a fait des fugues. Elle a été victime de harcèlement scolaire. Il y a eu des épisodes de scarification. Donc, j'avais fait appel à la maison de Solène à Paris. Elle a eu 3 rendez-vous, puis ça s'est arrêté. Et sur le plan alimentaire, comment elle se comporte Très mal. Elle ne mange excusez-moi du terme, mais que des conneries. Et elle maigrit. Et là, elle fait 41 kilos. D'accord, donc un peu anorexique aussi. Parce que là, vous m'avez donné plusieurs symptômes qui laissent à penser qu'il y aurait peut-être eu des abus. Excusez-moi oui. Tout à fait. Donc ça peut peut-être aussi être quelque chose à prendre en compte pour justement qu'elle puisse avancer aussi sur ce point-là, parce que s'il y a quelque chose qui est plus ou moins refoulé, ça peut provoquer aussi on sait que ça peut provoquer des addictions. Tout à fait. Hein, c'est le fameux les branches et l'arbre. Branches, et les racines. Oui, elle a une sexualité, un début de sexualité très désinhibé. C'est ça. Elle a été maltraitée, etc. Oui, donc là, elle m'en parle. On en parle. Enfin, elle se confie beaucoup. Et c'est vrai que moi, en tant que mère, j'essaie de l'aider au max, mais c'est vrai que j'ai probablement ce manque d'objectivité. Vous êtes sa maman, mais en même temps, c'est vous qui appelez, et on sent bien que vous feriez tout pour que ça aille mieux pour elle. Mais cette question d'addiction, est-ce que elle peut-être à l'origine venir de ce problème d'abus qui c'est lié, tout est intriqué. On sait à quel point et là vous nous donnez quand même beaucoup de symptômes qui laissent à penser qu'il y a quelque chose qui. Mais il faut qu'il y ait une équipe qui la suive en tout cas. Oui. Et alors, c'est sur Paris, est-ce qu'il y a un hôpital qui est, on va dire, spécialisé dans ce genre de problématique ? Non, il n'y a pas de service spécialisé dans cette problématique-là, mais c'est plutôt, il faut un service d'addictologie qui va gérer aussi les problèmes sous-jacents, quoi. D'accord, ok. Bon, très bien. Et puis la question, enfin toujours la question qu'il faut bien soulever, c'est que surtout, quoi qu'il en soit, garder le contact avec elle, parce que. Ah oui. On vit ensemble, donc il n'y a pas de souci. Il faut pas rompre le dialogue. Ça. Bon, donc déjà ça c'est bien. Et... Mais vous voyez, c'est une jeune fille qui peut pas travailler, qui a du mal à tenir un emploi. Elle va tenir un mois, 2 mois, puis elle va être envoyée. Elle a du mal à se lever, elle se couche à des heures pas possibles. J'ai même pensé à un centre de réhabilitation sociale. Enfin, il y a plein de choses à travailler, quoi. Oui, mais Estelle, votre fille va vraiment très très mal, et je pense qu'il faut travailler le fond. C'est le fond qui tient pas. Et c'est pour ça que quand je parlais d'une cure, je me disais, j'aimerais qu'elle soit quelque part où elle puisse rester, même sans contact extérieur, pour qu'elle reprenne justement du poil à la bête, qu'elle se ressente sur elle. Oui, mais ça, Estelle, faut qu'elle ait envie, donc faut qu'elle soit sensibilisée à une équipe, qu'elle ait confiance en l'équipe, qui lui propose un programme. Et une cure seule, c'est 3 semaines, donc il faut même une post-cure si vous voulez, c'est-à-dire pour du renforcement. Donc il faut déjà qu'elle soit prise en charge par une bonne équipe qui va l'aider, quoi. Moi, dans ce que vous racontez, Estelle, je pense qu'il y a quelques
quelques mois, si ce n'est quelques années, hein, pour qu'elle redresse la barre. Donc, mais déjà, il faut qu'elle intègre l'équipe. Quoi. Mais une fois qu'elle aura intégré l'équipe, si l'équipe s'occupe bien d'elle et que elle sent qu'elle est aidée, elle aura envie de continuer, vous voyez. Ouais, mais là, vous réagissez comme quelqu'un qui va bien et qui a de la volonté. Donc, vous pensez qu'il suffirait peut-être de 3 semaines bien pour... ça suffit pas, c'est sûr. Non, mais je veux dire, je vous comprends tout à fait, Estelle. Malheureusement, là, il y a vraiment des racines qu'il faut aller rechercher et c'est vraiment difficile. Et vous n'y êtes certainement pas pour grand-chose dans ce que vous nous racontez. Ouais, ça c'est pas sûr, mais bon, il y a certainement quelque chose aussi qui s'est passé. Ah bah ça, une maman qui se sent pas coupable, ça n'existe pas, Estelle. C'est bien connu, c'est bien connu. Non, mais là, vous êtes là, vous êtes formidable, vous faites ce que vous pouvez, mais ça dépend pas de vous malheureusement. Là, il faut vraiment des gens qui sont dans le domaine. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Estelle. Merci d'avoir appelé. Merci à vous deux. Tous les conseils qu'a donné Laurent, les autres les entendent aussi. C'est vrai que pour des parents, c'est insupportable. On est perdu. Bah oui, un enfant malade, peu importe la maladie, mais on est perdu. Il faut être guidé, il faut être aidé, et la prise en charge familiale, elle fait partie intégrante de la prise en charge. Oui, bien sûr. On imagine bien. Mais là, on voit bien que de toute façon, il y a quelque chose de très profond qui ne va pas. Hein. Bien sûr. Et c'est ce que vous dites toujours, hein, les branches. On traite les problèmes aigus, on va dire. Les gens viennent pour des problèmes de drogue, d'alcool, etc. Mais il faut aller chercher ce qu'il y a en dessous, et on peut pas faire tout seul. Moi, je traite pas un patient tout seul ou une patiente tout seul. Il y a d'autres gens avec moi qui m'aident. Mais ça, je vais l'expliquer parce que comme ça tout le monde comprendra. C'est valable pour tout. Quelqu'un qui est en dépression, ok, on peut soigner sa dépression, mais si on travaille pas le fond qui fait qu'elle est tombée en dépression, elle peut retomber en dépression 6 mois ou 2 ans après. Il y avait une auditrice qui disait, moi, ma dépression, elle est traitée avec mes antidépresseurs. Mais non, les antidépresseurs, c'est une des clés moi j'appelle ça le puzzle, le traitement. C'est un puzzle. Donc c'est une des pièces du puzzle. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va faire taire la souffrance, on va la calmer douleur. Les choses, après il faut aller chercher ce qu'il y a autour, et il faut prévenir la rechute. Voilà, sinon la rechute, tant que le fond n'est pas restabilisé, il y aura de toute façon des rechutes, et c'est valable pour tous. C'est comme, moi je dis souvent, un enfant violent, c'est pas parce qu'on va le punir qu'on va régler le problème. C'est pareil, il faut aller chercher le fond, les racines de la violence, il y a un enfant violent, il y a toujours des racines qui provoquent la violence. Là, on entend pareil avec ces histoires on va interdire les couteaux, par exemple, dans les écoles. C'est totalement ridicule. C'est bien de les interdire, d'interdire les armes à l'école, mais, je veux dire, il faut qu'il y ait des vrais programmes psychologiques et éducatifs à côté, quoi. Et de repérage aussi. Vous êtes d'accord, en tant que psychiatre, il faut bien comprendre à un moment donné que quand un être humain, quel que soit son mal, le symptôme, plus exactement, pour utiliser un terme qui soit correct, quel que soit le symptôme, il y a toujours en dessous une pathologie psychique, quoi. Enfin, il y a des troubles. Il y a des troubles, et c'est cela qu'il faut aller guérir. Et une fois qu'on aura guéri le fond, eh bien les symptômes ne reviendront pas. Je pense que c'est bien de contrôler s'il y a des armes à l'école ou pas. Oui, bien sûr. Non, mais je prenais cet exemple parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement dans les médias, donc c'est pas le premier cas en plus, c'est horrible. Non, mais c'est inacceptable. Mais en même temps, s'il y a ça, c'est que en dessous, depuis pas mal de temps, il y a d'autres problèmes. Et si on règle pas les problèmes, a dit que la santé mentale était une priorité. Ah ben ça, j'ai entendu, mais j'ai pas vu les effets. On va voir. On verra. Soit dit, on en parle quand même depuis 2-3 ans de la santé mentale. C'est quand même quelque chose qui était totalement ignoré avant. Ça n'existait pas. Mais action, j'ai envie de dire action. Oui, bien sûr, mais déjà, c'est vrai. Une fois qu'on lève un tabou, c'est déjà pas mal, parce que la santé mentale, il y avait que les fous. Et puis, c'est ça. C'était vraiment. C'est les fous et les asiles, quoi. Voilà. Mais non, c'est plus ça. Aujourd'hui, on a compris que la santé mentale était une vraie cause nationale, et maintenant, on va voir la priorité. Ce qui fait, mais on compte sur vous, Laurent Carilla. Je suis là, moi. En tout cas, on va continuer à parler des addictions après les infos.
On va parler d'une addiction un peu particulière qui s'appelle le syndrome de Noé et on aura donc quelqu'un qui va nous raconter ça. Et vous avez certainement déjà entendu parler de ça, Laurent Carilla, mais je suis pas sûre que tout le monde connaisse le syndrome de Noé. Et puis la petite devinette du jour en 8 lettres. Quel est le mot qui correspond à l'état d'une relation durable monogame ? Vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver une petite réponse, Laurent Carilla. Sud Radio. Pour l'essentiel de l'info, excellent après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est Brigitte. avec nous, psychiatre spécialisé dans les addictologie. Addiction. Dans les. Je suis addictologue. Dans les addictions, absolument, Je suis addict à vous, absolument. Brigitte. Non mais c'est votre faute. Pendant les infos, on bavasse et puis du coup, je sais pas reprendre bien le. Mais si, vous êtes exceptionnel, Brigitte. Vous me troublez, Laurent Carilla. Non, arrêtez de dire ça. Moi aussi, vous me troublez. Bon, en tout cas, vous êtes quelqu'un de formidable. Vous avez écrit beaucoup sur les addictions. Vous avez également un podcast Addiction avec un K. Et bien sûr, vous êtes avec nous pour aider ceux qui nous écoutent à être un peu fou, mais juste ce qu'il faut, quoi. Et c'est toute la difficulté. Ouais, c'est un peu original, on va dire. Voilà, original, si vous préférez. Mais moi, j'aime bien ce mot fou. Il faut arrêter d'imaginer que. Moi, je dis souvent, les fous d'hier, c'est les génies de demain. C'est cool comme mot fou. Ça va, quoi. On est un peu fou, mais après, ça peut être stigmatisant pour certaines personnes. En tout cas, moi, je déteste qu'on utilise des mots comme, vous savez, quand vous avez l'humeur qui change, on dit il est bipolaire, celui-là. Quand il y a des gens qui ont un peu, une personnalité qui change, celui-là il est schizophrène. Ça, faut pas utiliser ces mots-là. Oui, ou les fameux pervers narcissiques, toutes ces expressions psycho, non, mais on met des étiquettes partout, ça exactement. Suffit. On est d'abord des êtres humains et on fait ce qu'on peut. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir, en 8 lettres, quel est le mot qui définit l'état d'une relation durable monogame ? En 8 lettres... J'ai pas trouvé, Brigitte. J'ai cherché vraiment, mais vous m'avez perturbé pendant tous les infos. C'est moi qui vous ai perturbé. Monotone. Oh. Bon, ça, chacun y pensera ce qu'il voudra. Alors, le syndrome de Noé, c'est quoi ? C'est pas une addiction. Eh ben voilà. C'est l'accumulation compulsive d'animaux, en fait. D'accord. Sarah, vous êtes guérie. Formidable. Comment ça, c'est pas une addiction? Je suis pas d'accord. Non, c'est pas une addiction. Mais c'est peut-être une souffrance. Non, on peut en souffrir, mais c'est pas une addiction. Ah bon? Ouais, ça fait pas partie de la maladie addictive. C'est vraiment l'accumulation, c'est un trouble du comportement, entre guillemets, c'est pas stigmatisant ce que je dis, et qui est induit par l'accumulation compulsive d'animaux. Et est-ce que, et on va revenir avec vous, bien sûr, Sarah. Et est-ce que, par exemple, quand on collectionne, pareil, je ne sais combien de t-shirts, de vinyle, de t-shirts, vous voulez parler de moi, Brigitte? Non, je ne parle pas de vous. Je prenais des exemples. J'ai 503 t-shirts, figurez-vous. Oui. Donc là, c'est pareil, c'est une accumulation excessive. Non, mais c'est pas parce que vous mettez pas 500 t-shirts par an. Non, mais c'est mon côté, c'est le côté, on va dire collectionneur. Oui, justement. Alors, est-ce que être collectionneur, c'est pareil, c'est un comportement. Ça devient pathologique quand on est dans l'achat pathologique, si vous voulez, dans l'achat compulsif. On se met en danger financièrement. C'est-à-dire que je vais acheter, par exemple, aujourd'hui, je vous ai mis un tout nouveau t-shirt, je l'avais jamais mis celui-là. Il est magnifique. Un t-shirt de Ghost. Et si j'étais compulsif acheteur, j'aurais acheté, je sais pas, une quinzaine de t-shirts identiques. Oui, tandis qu'en acheter 500, c'est pas con. Oui, mais 500, c'est sur le temps, Brigitte. D'accord, sur le temps. D'accord. Donc, on a tous, et c'est peut-être pas mal d'ailleurs d'avoir des passions et d'aimer avoir le dernier je sais pas quoi. Bien sûr, mais si vous de votre passion, si vous êtes, si vous voulez, dans la souffrance, et si vous achetez par exemple pour ne pas souffrir et vous souffrez encore plus, là on est dans le pathologique. D'accord. Et si on se met en danger financièrement, évidemment. C'est pareil. Et quand c'est compulsif, avec des conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment, ça nous fait souffrir, à un moment, on se dit, je peux plus m'arrêter de faire ci, de faire ça. Là, il faut aller se faire aider. Donc, justement, Sarah, est-ce que vous souffrez de ce syndrome de Noé ou est-ce qu'au fond, ça vous fait du bien?
Non, ça me fait du bien. Mais je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit. Enfin, non, je pense que c'est une véritable addiction. Alors, vous parlez de souffrance, mais il y a des addictions qui sont sans souffrance. Moi, j'ai des copains alcooliques qui sont absolument ravis d'être alcooliques. Ils le voient pas du tout comme une souffrance. Moi, je crois que c'est un peu pareil. Hein. Je veux dire, si vous voulez, faut quand même que je détaille un petit peu. En fait, je suis à la fois éleveuse et recueilleuse d'animaux. D'accord. On va revenir quand même sur ce que vous avez dit sur l'alcoolisme, parce que j'ai vu Laurent qui était pas d'accord et il n'a pas osé vous contredire, mais allez-y Laurent. En fait, ce qui se passe, c'est que l'addiction, c'est que du négatif. L'addiction, c'est une maladie où on souffre. Et c'est une maladie où on va consommer, peu importe ce qu'on consomme, c'est soit des substances, soit des comportements, soit les deux. Et en fait, on n'a plus la liberté de s'abstenir de le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre de bonnes décisions, c'est comme ça. On n'a plus la motivation à changer les choses et surtout on perd contrôle. Donc c'est envahissant sur la vie sociale avec des conséquences sur la santé. Quelqu'un qui vous dit... Moi, je suis alcoolique, je déteste ce mot, mais quelqu'un qui vous dit, moi, je consomme de l'alcool, ça me pose aucun problème. Ok, ça lui pose aucun problème, mais il y aura des problèmes à terme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, Sarah, qu'il est peut-être dans le déni. C'est ça. Il est peut-être vraiment dans l'addiction à l'alcool. Mais il est dans le déni et donc il pense qu'il ne souffre pas parce que c'est le principe du déni. Et surtout, c'est pas cool pour tous les malades qui nous écoutent et qui ont des vrais problèmes avec l'alcool et qui bousillent leur santé et qui bousillent leur famille. Je crois que les frontières entre tout ça sont extrêmement, comment dirais-je, ténues. Hein. Non, il y a des critères diagnostiques précis, mais vraiment précis. C'est-à-dire que, je vais vous dire simplement, d'ailleurs, je les ai simplifiés au maximum, ces critères. Si vous avez 5 fois la lettre C pendant 12 mois, c'est-à-dire, vous perdez contrôle en permanence de votre comportement, vous avez un usage compulsif de ce comportement, vous ne pouvez pas empêcher de le faire, vous avez des cravings, les cravings c'est un mot anglais pour dire des envies irrépressibles de consommer, peu importe quoi. Si c'est chronique dans le temps, très régulier, très répété, et s'il y a des conséquences sur votre santé physique, psychique et sociale, ça pendant au moins 1 an, vous êtes dans l'addiction. Tout le reste, c'est pas le cas. Et dans le syndrome de Noé, en fait, il n'y a pas ces 5 C dans le syndrome de Noé. Dans le syndrome de Noé, il y a le C de compulsif et il y a un tout petit peu d'usage chronique. Voilà. Moi, compte tenu de ce que je vis moi, là je ne parle pas de l'aspect alcoolique, c'est un plus une boutade qu'autre chose, mais en ce qui me concerne, moi ça rentre dans ces critères-là. Le seul truc, c'est que ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que j'en ai trop, j'ai des cravings, je dors pas la nuit, ça me prend un temps incroyable, parce que je souhaite que chacun de mes animaux reçoive tous les soins dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de... Parce que il y a des comportements de Sarah, Noé qui terminent en catastrophe. Sarah, vous vous sacrifiez pour vos animaux. Et vous dites surtout un truc, vous dites, ça me fait plaisir. Les addicts, ils ont plus... Il n'y a pas de plaisir chez l'addict. Mais voyez l'idée de sacrifice. Non, il n'y a pas de plaisir chez l'addict. Non, mais Sarah, c'est un peu. Je suis pas d'accord. Non, Sarah, vous vous sacrifiez pour vos animaux. Et certainement que par moment, en effet, vous n'avez même plus de temps pour vous. Mais le sacrifice, il répond à quelque chose de particulier qui vous concerne évidemment. Mais c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une, enfin, on n'est pas dans quand on se sacrifie pour ses enfants, parce qu'il y a des gens qui se sacrifient pour leurs enfants au point qu'ils ne vivent plus pour eux. Il y a des gens qui vont se sacrifier pour leur élevage. Et j'entends bien que vous êtes éleveuse également, vous l'avez dit. Bon, vous voyez, c'est cette notion de sacrifice qu'il faut éventuellement travailler. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce sacrifice? Il y a certainement. J'ai pas de problème. Dire, je sais très bien. Non, mais vous m'avez. Vous me donnez le thème de l'addiction. Moi, je vous dis que c'est une addiction. Je vous dis en souriant, je vous dis, mais je pense que moi, je peux plus vivre sans animaux. Quand j'en ai pas, je suis malheureuse. Quand je vais à une expo, je reviens avec des animaux. Quand je vois un animal malheureux, je le récupère à la maison. C'est un comportement effectivement compulsif. Et voilà. Maintenant, le fait justement... je suis désolée, il y a des gens qui ont une addiction, par exemple, au jeu, ils trouvent un plaisir dans le jeu. Non. Et dire que l'addiction n'est pas un plaisir, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, l'addiction, il n'y a plus de plaisir. C'est la définition de la maladie. C'est une maladie, l'addiction, Sarah. C'est vous, Laurent, qui est psychiatre. Je crois qu'il faudrait peut-être remettre les choses. Non, Sarah, c'est important parce que là, vous êtes en train de dire des choses qui vont pas aider les personnes qui nous écoutent et qui sont. On peut pas dire quelqu'un qui prend de la cocaïne. Regardez, Brigitte, on prend quelqu'un qui est addict à la cocaïne.
il n'y a plus de plaisir. Ils consomment pour ne pas souffrir. Je vous prends tous les exemples. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Laurent, il n'y a pas de souci. Je peux pas entendre l'addiction, ça fait plaisir. L'addiction, c'est déjà, on dit... Au départ, ça me fait plaisir, j'ai pas de problème. C'est pas une maladie, ça me fait plaisir, j'ai pas de problème. À condition de ne pas être dans le déni. D'accord, à condition de ne pas être dans le déni. Mais ceux qui sont dans le déni, Brigitte, ils vont pas dire ça me fait plaisir. Ils vont dire ça me fait pas de mal. C'est ça, vous avez raison. C'est vrai, c'est très juste. D'ailleurs, on l'entendait tout à l'heure avec la jeune femme alcoolique qui était déjà en train d'être un peu dans le déni en disant non, pour l'instant, j'ai pas de séquelles. On peut pas se dire, voyez, et c'est le même problème. C'est ce que j'ai écrit dans Docteur Addict ou pas. D'ailleurs, je l'ai écrit pour ça. Il est formidable ce livre. Achetez. Mais je l'ai écrit pour ça parce on va l'offrir à Sarah. C'est parce que justement dedans, je dis que on peut pas utiliser le mot addict à toutes les sauces. Ouais, c'est pas parce que vous êtes passionné par des sushis que vous êtes addict aux sushis, oui. Et si j'ai détourné un peu le concept en mettant addiction positive, mais ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai mis le mot positif derrière le mot addict, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc Sarah, vous avez certainement des inconvénients à votre passion, on va dire, pour parce que je peux donner les chiffres, hein, vu que mon Jérémy nous a marqué sur mon tableau 88 lapins, 40 poules, 60 oiseaux, mais vous n'avez qu'un chat et qu'un chien, donc tout va bien, Sarah. Un chien. Oui, non, mais c'est parce que je veille quand même à ce que mes animaux assurer à chacun le bien-être dont il a besoin. Parce que si j'assume, donc voyez bien, vous savez, syndrome de Noé avec des gros problèmes. Il y a des gens où on trouve des appartements dans des états horribles avec des animaux mal. Donc je contrôle pour le bien de mes animaux. Mais si j'étais pas aussi vigilante, je serais très. Oui, mais voyez que vous savez poser vos limites. Vous avez pas de mal à poser vos limites. Et de toute façon, le syndrome de Noé, c'est pas un diagnostic, hein, vous le savez, c'est juste quelque chose, une étiquette. Oh. Et souvent, sous ce syndrome-là, il y a d'autres choses qu'il faut rechercher sur le plan psychologique et psychiatrique. Mais évidemment. Mais bon, pour l'instant, Sarah, le docteur a dit que vous allez bien. Tout va bien. D'accord. C'est pas une addiction en tout cas, Sarah. C'est pas une addiction. Docteur. Et merci Brigitte. Merci en tout cas de votre appel. On va retrouver Mathieu dans un instant pour la rubrique C'est maintenant. On va sortir un tout petit peu de l'addiction et on lui donne la parole dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Laurent Carilla, c'est maintenant. C'est notre rubrique où quelqu'un va dire quelque chose qu'il n'a peut-être jamais dit ou va avoir besoin tout de suite aujourd'hui de nous parler parce que quelque chose est arrivé et c'est important pour lui de pouvoir en parler avec nous. Bonjour Mathieu, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Mathieu. Donc vous êtes en séparation avec votre femme, hein, c'est bien ça ? Alors je suis en séparation, oui, c'est ça Brigitte, je suis en séparation, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. C'est mon premier amour, hein, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Et ça fait 2 ans que ça allait plus du tout, entre 2 ans et demi que ça allait plus du tout. Et du coup j'ai vu des changements qui me questionnent, voilà. Qui est-ce qui a demandé la séparation, c'est elle ? Ça s'est fait naturellement, nous deux. D'accord. Enfin, c'est plutôt elle. D'accord. Et vous êtes d'accord ? Vous n'avez pas trop de choix, hein, mais je veux dire, ça vous convient bien ? Non, ça me convient pas parce que moi j'aime énormément ma femme, tout ça. J'aimerais avoir des réponses et j'attends toujours des réponses et jamais, je garde ces doutes dans moi et c'est très dur à vivre. Voilà, elle évite toute discussion. Ouais, vous voudriez comprendre rationnellement pourquoi elle vous quitte et vous n'avez pas de réponse, hein, c'est bien ça. Elle me reproche que c'est moi, mon comportement à moi. Mais ça fait 25 ans que je connais mon épouse et on peut pas laisser tomber quelqu'un comme ça au bout de 25 ans. La preuve que si. Ouais, c'est ça. Voyez, la preuve que si, c'est ça. À mon avis, Mathieu, la difficulté, c'est que lorsque on nous oblige à accepter quelque chose qu'on n'a pas envie d'accepter, on n'y croit pas. Et c'est la différence entre le savoir et le croire. C'est-à-dire que vous savez que vous allez vous séparer, mais vous n'y arrivez pas à y croire. Et donc... Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, j'ai pas entendu, Brigitte, excusez-moi. Je dis c'est la différence entre le savoir et la croyance. C'est-à-dire que vous savez
que votre femme vous quitte. Hein, ça a été dit, vous l'avez entendu, vous le savez, mais vous ne voulez pas y croire. C'est ça, je ne veux pas y croire. Et comme vous ne voulez pas y croire, vous avez plein d'arguments qui permettent de nourrir cette croyance. C'est ça, c'est tout à fait ça. Sauf que il va falloir à un moment donné faire tomber la croyance et accepter la réalité. Parce que votre croyance, c'est pas la réalité. C'est des fausses croyances. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Brigitte. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Et là, ce que vous pouvez peut-être, avec elle, c'est prendre rendez-vous chez un thérapeute, non pas pour reconsolider le couple, mais pour qu'elle puisse, grâce au thérapeute qui va poser les bonnes questions, vous donner des réponses qui vont vous permettre de faire tomber cette croyance. D'accord. Et le changement qu'elle a eu... Oui, allez-y. Oui. Ça vient d'où, ce changement? Par exemple, j'ai trouvé des nouveaux souhaitements qui n'étaient pas... Voilà, une façon un comportement différent, ça vient... Ça veut dire qu'elle a envie de séduire ou elle a envie d'être séduite par d'autres personnes que vous. C'est-à-dire qu'elle est déjà, elle est déjà dans une autre vie. C'est-à-dire elle n'est déjà plus avec vous. D'accord. Vous voyez, donc ça montre bien que elle a vraiment acté la séparation. Elle est vraiment enfin d'après ce que vous me dites. Encore une fois, Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence, cette histoire de sous-vêtements? C'est ça, probablement qu'elle est. Ouais, elle a passé à une autre étape. Je comprends la difficulté, quoi, parce que c'est un truc complètement unilatéral, mais. C'est malheureusement ce qui se passe dans les séparations, quoi. C'est ce que vous traversez, pratiquement tout le monde le traverse, les hommes, les femmes, quand il y en a un des deux qui déjà... Et je suppose que ça fait plus de 2 ans que dans sa tête, déjà, elle était en train de partir. Mais comme beaucoup d'hommes, vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu parce que vous aviez pas envie de le voir, mais on n'a jamais envie de voir ce qui nous fait pas plaisir. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, moi, je regrette énormément. Peut-être que j'ai pas été à la hauteur. C'est pour ça que je vis avec des regrets, tu vois. Écoutez, Mathieu, vous avez pas été parfait. Ça, c'est sûr. Personne n'est parfait, de toute façon. Mais personne n'est parfait. Ouais. Et ce qu'il faut vraiment vous dire, je sais que pour l'instant c'est difficile, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que vous avez eu la chance de rencontrer cette femme quand vous étiez jeune et que vous avez vécu 20 ans extraordinairement 25 chouettes. ans. 25 ans, non? On va dire 20 ans, ça fait peut-être 5 ans que ça n'allait plus très bien. C'est vrai, vous avez raison. Vous voyez ? Il y a eu 20 ans formidables. Tout le monde n'aura pas dans sa vie 20 ans formidables avec la même femme. C'est ça. Elle m'a dit la même chose aujourd'hui. Ce que tu me dis, elle me l'a dit. Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle a 40 ans, elle veut reprofiter d'autre chose. C'est ça. Elle veut découvrir d'autres hommes, elle veut découvrir d'autres vies, et peut-être qu'elle va dans 5 ans regretter de vous avoir quitté parce que vous êtes certainement quelqu'un avec qui elle a été heureuse pendant 20 ans. Mais ça, c'est son histoire. C'est pas la vôtre. D'accord. Et ce que je vous conseille réellement aujourd'hui, c'est de bien comprendre la réalité. D'accord. Vous pourrez pas là, dans ce que vous me dites, vous ne pourrez pas la reconquérir. D'accord. Donc n'essayez pas de trouver des preuves. Je laisse le temps. Voilà. En revanche, vous avez le droit de lui demander, au nom de vos 20 ans, de vos 25 ans de vie commune, une éventuelle consultation avec un bon thérapeute, non pas pour vous remettre ensemble, mais pour mieux comprendre qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné le couple se sépare. D'accord, super. Écoutez, je vais faire ça. En tout cas, merci beaucoup Brigitte. Je vous en prie Mathieu. Bon courage Mathieu. Merci beaucoup Laurent. Bon courage. Et puis faites-vous aider si vous vous sentez pas bien. Ne sombrez pas dans l'alcool, la cigarette ou je ne sais quoi, parce que dans ces moments-là, on peut sombrer. Et donc si vous vous sentez pas bien, faites-vous aider. C'est d'être solide que d'accepter de se faire aider quand on sent qu'on est en train de tomber. D'accord ? Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces magnifiques conseils. Je vous en prie, Mathieu. Merci à vous. On fait une petite pause et puis, parce que il faut se poser. Il faut de temps en temps se poser parce que c'était compliqué quand même de répondre à Mathieu. C'est vrai. Donc on va faire une petite pause. On va se retrouver dans un instant avec le Sexo Conseil et on va savoir si le chocolat c'est une addiction ou pas. On verra. On verra après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Demain,
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Laurent Carilla. Oui, Brigitte. Le sexo conseil du jour, à quelle fréquence un couple de longue date devrait-il encore faire l'amour ? Ça, c'est une QCM question. Oui, c'est un peu, c'est QCM très complexe. Bah, vous pouvez me donner une réponse si vous voulez. Hein. Une fois par semaine. Une fois par semaine, d'accord. Donc ça c'est un chiffre clair. Hein. Alors au long cours, déjà, il faudrait savoir de quoi on parle. Bref, le nombre de rapports sexuels, ce qui est assez sûr, ça diminue entre le moment de la rencontre et le moment où on est ensemble depuis pas mal de temps, et ça a tendance à diminuer au fil du temps, ce qui est un peu normal aussi, parce que quand on vieillit, on a une libido qui généralement se calme un peu. Alors ça dépend des gens, ça se calme plus ou moins vite, etc. Et puis aussi, il peut y avoir les épreuves que rencontre le couple, hein, la maladie, le chômage, enfin, etc. Tout ça a l'addiction, parce que l'addiction, elle a un effet néfaste sur la sexualité. Bien sûr, ça joue sur la famille, le couple, surtout. Bon, bref, néanmoins, c'est quand même important de garder un peu de sexualité dans le couple, hein, pour l'harmonie du couple, c'est important. Oui. Donc, en fait, j'ai noté les paramètres. Il y a d'abord l'âge des partenaires, la longévité du couple, l'âge du couple, si on peut dire, les besoins de l'un et de l'autre, parce que dès que l'un des deux a une libido qui baisse, généralement, ça fait baisser parce que c'est souvent celui qui veut le moins qui donne un peu le tempo, ce qui semble un peu normal, hein, quand même, normal, évidemment. Donc tout ça doit être négocié. Ce qui est bon signe, c'est quand le couple fait un peu plus l'amour durant les vacances. Ouais, ça c'est un classique. Mais c'est un bon signe. C'est un bon signe, ça. Ça veut dire qu'il y a encore du désir sexuel et de l'énergie sexuelle. Ouais. Si vous faites pas plus l'amour pendant les vacances, c'est pas bon signe. Bon, après, il n'est pas question de tenir une comptabilité, mais c'est quand même important. Si vous vous rendez compte que vous ne faites vraiment plus beaucoup, c'est-à-dire moins d'une fois par mois, là, il va falloir un petit peu veiller, en parler, si vraiment, à moins que vous soyez tous les deux d'accord. En fait, on dit que à moins de 2 fois par semaine, avant 40 ans, ça va pas. Une fois par mois jusqu'à 60 ans, on dit que ça va. Voilà un peu les chiffres, les critères larges qu'on donne. C'est très large, mais c'est quand même important d'avoir un peu des critères. Et puis vous avez eu le critère de Laurent Carilla, hein, une fois par semaine, même pour un couple de 75 ans, ensemble depuis 60 ans. On peut s'amuser sexuellement. On n'est pas obligé non plus de faire toutes les positions du Kama Sutra toutes les semaines. Hein. Exactement. Bon, ça c'est sûr. Alors, vous avez encore quelques minutes pour vous inscrire pour jouer avec Sud Radio et avec... Non, vous n'avez pas le droit, je vous ai déjà dit. Et avec Lelo pour gagner ce stimulateur clitoridien Sona 3 qui dispose de plus au moins 10 réglages de plaisir, hein, et puis avec aussi une fonction pour couple à distance. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS et on aura notre gagnant dans quelques minutes. Jade nous rejoint et vous êtes addict au chocolat, hein, c'est ça ? Bonjour Jade. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour. Oui, addict plus au chocolat. C'est-à-dire, on va être obligé de demander... Racontez-nous. Alors, tous les jours, je me dis un seul carré aujourd'hui. Vu que j'achète une tablette par jour, le soir, il faut que je retourne le lendemain en acheter une autre. Parce que devant la télé, je fais un carré, puis je me relève, j'en prends un deuxième, puis un troisième, et puis la tablette, elle y passe. Tous les soirs ? Oui, quasiment tous les soirs. Et quand il n'y en a pas ? Ça devient obsessionnel. D'accord, vous prévoyez la tablette ? Pardon, excusez-moi. Vous prévoyez la tablette tous les soirs ? Oui. Comme les cigarettes, quoi. Comme un fumeur. C'est pareil, exactement, tout pareil. Tout pareil. Et imaginons, il n'y a jamais eu un moment où il y a eu une rupture, vous n'avez pas pu avoir de tablette ? Non. Pas depuis 9 mois, 9-10 mois même. Ouais. Et j'ai toujours une tablette. Et alors, ça vous fait plaisir ? J'essaye de me dire que c'est pas le moins... Enfin, je prends que du chocolat noir. Ouais. J'essaye de... Voilà. Mais ça m'empêche pas, 90%, je le trouve... Voilà.
Ce qu'on entend bien, donc, c'est que de toute façon, vous prévoyez que la tablette, tous les jours, soit là. Ça, c'est l'essentiel de votre... Parce que je me dis toujours, j'y arriverai. Un seul carré, c'est rien, un seul carré. Ça passe. Sauf que c'est toujours 1, et puis 2, et puis 3. Donc je me dis toujours, quand je me couche et que je culpabilise beaucoup d'avoir mangé ma tablette, je me dis, demain, allez, c'est bon, c'est le jour 1. Promis, demain j'arrête. Demain, j'achète pas. Demain, j'achète pas, et finalement, vous achetez quand même votre tablette. Je passe devant, donc sans frustration, voilà, je vais au travail. Et quand je reviens, je m'arrête et j'y fais mon... Mais par exemple, un dimanche où les magasins... Ah bah non, il y a toujours des magasins ouverts, même les dimanches. Jade, alors c'est quoi l'impact de ça sur vous ? La prise de poids. Ouais, quoi d'autre ? Pas quand, la prise de poids. Enfin, toujours envie de sucre plus. Ouais. Donc, quand j'ai plus de tablettes, je me dis que voilà, il faut que j'aille me coucher, quoi. Ouais. Donc, je vais me coucher tôt. Et votre histoire perso, genre la tristesse, l'anxiété, votre histoire perso. L'anxiété. Tout à fait. Bah ouais. J'ai changé de travail depuis peu. Ça fait 1 an. Et ça fait 10 mois que je mange du chocolat. Ouais, c'est concomitant du changement de travail ? Oui. Avant, non ? Oui, avant je mangeais du chocolat. Ouais. Mais j'étais moins addict, j'étais plus raisonnable, entre guillemets. Je mangeais 1, 2 carrés par jour, ça me suffisait. Là c'est vraiment la tablette, quoi. Et donc vous dites le chocolat, c'est un anxiolytique, quoi. Ouais, c'est pour pas passer aux médicaments, je pense. C'est un tranquillisant, quoi. Oui, exactement. C'est mon moment de douceur. Et est-ce que vous avez l'impression que finalement ce petit sentiment quand même de culpabilité vous entraîne à de toute façon manger toute la tablette ? Je me dis perdu pour perdu, c'est pas grave. C'est ça. Donc il y a une sorte comme ça de fatalité qui vous entraîne dans la pente descendante. Hein. C'est ça. C'est vraiment, j'en ai mangé 1. Et est-ce que vous pourriez pas... 2 et c'est trop tard. C'est des tablettes qui font quoi, combien de grammes ? C'est des tablettes normales, je sais pas. Alors là, je n'ai jamais regardé le poids. Parce que si c'est une tablette de 200 grammes, vous pouvez peut-être essayer d'acheter des tablettes de 100 grammes. Enfin, je sais pas. J'avais posé la question puisque je me suis jamais posé la question, effectivement. Je me suis jamais dit, il faudrait que je pense à regarder le poids. Parce que la première étape, comme le dit Brigitte, c'est, imaginons en consultation, mais c'est pas une consultation, mais c'est vraiment déjà de réduire la consommation. C'est la première étape, c'est pas de l'arrêter, c'est de la réduire. Et de noter dans un carnet, justement, ce que vous mangez. C'est la première chose très comportementale. Mais après, encore une fois, comme on l'a dit pendant toute l'émission avec Brigitte, il faut aller chercher l'histoire en dessous, quoi. Parce qu'il y a forcément une histoire en dessous. Parce que on va dire les gens. Moi, j'étais fumeuse avant. Ouais. Et pour le coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Voilà. Mais c'est pas pareil avec la nourriture sucrée qui entraîne beaucoup de. Enfin, c'est presque pareil si vous voulez. Mais il y a quelque chose d'encore plus facile de manger du chocolat que de fumer des cigarettes, même si c'est facile de fumer des cigarettes. Donc vous voyez, il y a tout ce tempérament que vous avez, votre histoire un peu personnelle, toute cette anxiété qu'il faut essayer de canaliser et en même temps réduire un peu, sans se priver. Hein. L'idée, c'est pas d'arrêter le chocolat, l'idée, c'est de réduire la consommation de chocolat. Mais vous utilisez le chocolat comme un médicament. Oui. En fait, ça vous apaise, hein. Oui, ça m'apaise. Et puis, comme vous dites, c'est tellement... je trouve que on a un petit problème de connexion. On va essayer de voir si on récupère. Parce que en fait, je ne sais pas quel est le poids de la tablette, mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Sauf qu'on voit bien qu'il y a une sorte de dépendance dont en fait, Jade n'arrive plus à se libérer. En fait, en gros, on s'en fout un peu des substances. En fait, c'est le comportement qui est répétitif. Il y a probablement des envies, elle perd contrôle. Vous voyez tous ces trucs-là. Donc, elle est dans un schéma d'addiction. Et ce schéma d'addiction-là, il faut essayer de le rompre. Mais encore une fois, c'est la nourriture. On va pas rendre les gens abstinents en nourriture, si vous voulez. On va pas en retirer le sucre de l'alimentation. De toute façon, il y en a partout. L'idée, c'est de réduire la consommation, mais aussi de travailler un peu l'anxiété, un peu ces erreurs cognitives qu'on a de se dire je suis pas bien, donc je vais prendre du chocolat, quoi. Oui. Oui.
En fait, c'est ce que je vous disais, pardon, j'ai été coupée, c'est que vraiment, la nourriture, pour moi, c'est vital. La cigarette, j'ai pu m'arrêter parce que je me disais, ça c'est mauvais, c'est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le chocolat, je me dis, c'est jamais, ça c'est jamais. C'est pas mauvais, entre guillemets, pour la santé, mais j'arrive à un stade où ça en devient, mais je me dis, vous voyez, un carré, plus un carré, enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment cette... Ouais, c'est l'escalade. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est l'escalade. L'idée, c'est de, pareil comme ce que j'ai proposé tout à l'heure pour l'alcool. Hein, vous pouvez faire une balance décisionnelle. Mais juste vous en allant sur si je poursuis ma consommation actuelle, quels sont les avantages à court terme, à long terme, les inconvénients à court terme, à long terme. Tout ça dans une case de tableau. Vous mettez les choses les plus importantes pour vous aux moins importantes dans chaque case, et vous allez voir tout de suite où est votre décision de changer un peu le comportement. Vous voyez, on n'est pas dans si j'arrête ma conso, on est dans si je réduis ma conso. Oui. Et à mon avis, vous en êtes capable, parce qu'on voit bien, vous avez su arrêter la cigarette, vous en êtes capable. Il faut juste donner à votre motivation suffisamment de poids pour que ça tienne. Vous voyez ? Parce que là, on voit bien, pour l'instant, vous avez l'idée de ne pas manger toute la tablette. Hein. Mais c'est l'idée. Mais derrière, l'action n'agit pas, hein, puisque vous achetez quand même tous les jours une tablette pour être sûr de pouvoir avoir votre carré. Et je sais pas, vous allez en vélo, en voiture, à pied À pied. D'accord, parce que sinon j'aurais pu vous dire vous laissez la moitié de la tablette dans la voiture, mais non, si vous êtes à pied, c'est pas. Ah oui, non, c'est vraiment un bâtiment. Et vous notez dans un carnet aussi le nombre de carreaux par jour, en fait, le nombre de carrés à manger par jour. Moi je vous conseillerais par exemple ce soir de laisser juste un carreau, un carré, hein, juste un carré. Mais vraiment juste un carré, et de vous regarder dans la glace et dire toi. Non, je ne te mangerai pas parce que je suis quelqu'un de bien. Et voyez, essayez juste d'avoir une sorte de rituel avec vous-même, et en vous félicitant de réussir à ne pas manger ce dernier carré. Si vous y arrivez ce soir, c'est première victoire. Si vous y arrivez pas ce soir, vous y arriverez peut-être demain soir. Ouais. Notez tout ça. Voyez ? Vraiment, merci pour votre bienveillance, mais vraiment, je vais commencer ce soir, et effectivement, on se rappellera pour vous. Écoutez, je serais ravie si ça marche, parce que ça voudrait dire que tout le monde peut peut-être y arriver, et vous aurez été vous aurez transmis quelque chose de formidable à tout le monde. Merci beaucoup. Soyez sûr de y arriver. Moi, je suis sûre que vous pouvez y arriver, en tout cas. Vous êtes adorable. Merci Jade. Beaucoup. Merci beaucoup. On va faire une toute petite pause, et puis il va déjà être temps de conclure. On va voir Steve, qui visiblement est un grand passionné. Est-ce qu'il est addict ? Il a envie de vous poser la question, en tout cas. Vous voulez parler à Brigitte, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous. Vous êtes psychiatre spécialisé c'est bientôt fini. Dans les addictions. Non, il nous reste encore une bonne dizaine de minutes. Et nous avons Steve qui nous rejoint. Merci d'être avec nous, Steve. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Alors excusez-moi, je vous entends pas très bien. Je sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, nous. C'est Laurent Carilla qui est avec nous. Je vous entends, Steve. Bonjour monsieur Laurent, bonjour. Oui, donc ça concerne les addictions, c'est ça? Oui. Et vous êtes un grand sportif, c'est ça? Alors j'ai été, oui. Dans 3 sports, j'ai commencé assez jeune le ski, le motocross et la course à pied. Et très jeune, même peut-être trop jeune, mais enfin bon. En tout cas, ça m'a mené à un certain niveau. J'étais j'étais au niveau national en fait dans les 3 sports. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un sport. Alors, je faisais les 3 sports avec mon père, mais il y a un sport que je pratiquais, c'était la course à pied. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a beaucoup interrogé parce que ce sport en lui-même me plaisait. Et donc j'étais avec mon papa, je courais à côté de mon papa, on faisait plein de courses et j'étais tout le temps avec mon père. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé. Et là, j'ai eu du mal à mettre des mots. Là, ça vient maintenant, c'est un peu plus clair, mais au début, je comprenais pas. J'ai pratiquement d'un coup, suite et après le décès de mon père, j'ai arrêté la course à pied net. Donc, alors que c'était un sport que je pratiquais
je dirais même presque j'en étais addict, vous voyez. Les 2 autres sports, je faisais intensément, mais celui-ci, je le faisais encore un peu plus. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a interrogé sur le sport en lui-même, c'est-à-dire est-ce que j'aimais ce sport en tant que tel, ou alors parce que j'étais avec mon père tout le temps, vous voyez. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, et ça se travaille en psychothérapie aussi. Ah ouais, oui, tout à fait. Et donc, pour revenir à l'addiction, oui, c'est-à-dire que c'était... là, en fait, pour juste parler de la course à pied, parce que les autres sports, ok, c'était pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que quand je ne le faisais pas parce qu'il y avait des obligations X, en fait, j'étais pas très bien, et du coup, il fallait que j'aille courir, vous voyez. Mais donc, vous alliez courir pas toujours avec votre père, vous alliez parfois courir seul. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était... C'est ça, oui, tout à fait. Mais du jour où votre père n'est plus là, aller courir n'avait plus aucun sens. C'est exactement ça, Brigitte. Vous avez dit le mot juste, c'est-à-dire qu'il y avait un but par rapport au niveau où j'étais, c'est-à-dire la compétition, gagner, etc. Ça, ok, c'est la finalité, si je puis dire. Mais le sens, en fait, je l'avais complètement perdu. Et du coup, je parle d'addiction parce que j'appréciais l'effort qu'il fallait faire pour gagner. Mais à un moment donné, quand je le faisais pas, là, j'étais trop en contrainte. Et même dans ma vie de tous les jours, j'étais pas bien. Et c'est là où ça m'a interpellé en me disant, non, là, il va falloir peut-être se repositionner parce que ça avait une répercussion sur ma vie au quotidien. Oui. Mais ce qui va contre l'addiction, c'est vous dites qu'une fois que votre papa, malheureusement, est décédé, vous avez arrêté net. Ah oui, net. Là, alors, pardonnez-moi au niveau de l'espace-temps, je vous parle de ça sur des années. Hein. Ça s'est passé, voilà. Donc, oui, j'ai eu un tel choc parce que en ce qui concerne, par exemple, le ski ou le motocross, si vous voulez, mon papa était sur le côté de la piste, était pas à côté de moi en fait. C'est-à-dire que je partageais le temps de course qui était relativement long à côté de mon papa. Donc ça, c'était une relation très personnelle, mais j'en avais fondamentalement besoin. Mon papa me levait, par exemple, pour vous donner un exemple, j'avais 7 ans, et je courais déjà 8 ans, je courais déjà des semi-marathons. Et mon papa me levait à 5h30 le matin pour aller m'entraîner. Il n'y avait aucun problème avec ça. C'était pas du tout une contrainte. Non, mais j'ai pas l'impression que ça soit une addiction. L'addiction, c'est vraiment de la souffrance uniquement. Hein, vous voyez, et là, j'ai pas l'impression que cette activité physique était une souffrance et il fallait la faire pour pas souffrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, oui, je l'ai vécu comme une addiction parce que j'étais souffrance, le mot est un peu fort peut-être, mais j'avais fondamentalement besoin. C'est-à-dire que dans mon travail de tous les jours, si j'allais pas aller courir, eh bien, je me sentais un petit peu. Il y avait oui, mais Steve, là où Laurent a raison, c'est qu'il n'y avait pas de souffrance. Il y a des tas de choses qu'on se sent obligé de faire parce que ça donne du rituel à notre vie. Et quand tout d'un coup la raison fondamentale n'est plus là, notre rituel perd son sens. Et c'est en ça que je disais que le fait de courir avait du sens parce que c'est comme ça sans doute que vous vous êtes construit dans votre identité d'homme avec votre papa et vous avez suivi ses pas, si je puis prendre une image qui veut bien montrer le sens, vous voyez que ça avait pour vous. Du jour où il est plus là, à quoi bon marcher dans les pas de papa, vous voyez ? Et donc ça montre le lien de loyauté qu'il y avait avec votre père et dans le sens positif du terme. Et puis en même temps, comme tout lien de loyauté, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose chez vous qui n'était pas forcément là dans le désir de courir. Oui, tout à fait. Parce que vous le faisiez, vous voyez, vous le faisiez pour votre père, donc c'était un lien de loyauté. Il est plus là, vous avez plus aucune raison de le faire. Tout à fait. Ce qui veut bien dire que ce n'était pas pour vous que vous le faisiez. Non. Au final, vous avez entièrement raison. C'est une évidence. Oui. Voilà, et en même temps, ça n'enlève rien à la souffrance d'avoir perdu votre père, mais c'est même plutôt bon signe parce que ça prouve que vous êtes quand même assez proche de votre vrai désir. Parce que j'ai l'impression que ça ne vous a pas fait souffrir d'arrêter de courir. Non, le sport, oui, j'en fais toujours, mais ça n'a plus rien à voir.
C'est-à-dire que, comme vous disiez par rapport à la souffrance, vous avez raison, je n'ai jamais souffert. Ouais. J'ai frôlé la contrainte qui est au-delà de l'effort, donc là ça m'a interpellé. Oui, mais quand on fait de la compétition, on est obligé, en tant que sportif, dès qu'on fait un peu de compétition, on est obligé de faire un peu plus d'efforts, hein, sinon on n'a aucune chance. Tout à fait. Donc, donc vous voyez, je pense que vous êtes assez proche quand même de vous-même, vous. Donc je pense que vraiment vous n'avez pas de. On n'est pas dans l'addiction. On n'est non seulement pas dans l'addiction, mais en plus on n'est pas ni dans l'anxiété, ni dans des choses qui sont un peu fragiles, quoi. Vos racines sont bonnes. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez suivi les pas de votre père. Ouais. Et vous avez donc une bonne colonne vertébrale. Merci. Non, mais je pense, enfin, c'est vous qui nous donnez les éléments. Hein. Ouais. Moi, c'est pas moi qui vous ai élevé de toute façon. Donc c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est votre père. Et votre père. Oui. Voyez Oui, mais en tout cas, pour revenir donc à l'addiction pure, ça fait un nom. Je sais qu'il y a des célébrités comme Vicente Lizarazu et Arnaud Clément, sont des personnalités qui parlent c'est même une maladie. Voyez, non, mais en fait, c'est du langage détourné encore. Ça aussi, c'est la bigorexie. Ah oui, la bigorexie, elle s'associe à l'addiction à l'exercice physique. C'est deux choses concomitantes. Mais on n'est pas obligé d'être bigorexique. La bigorexie, c'est quoi ? C'est de la dysmorphie corporelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'utilise le sport pour sculpter mon corps et je ne suis jamais satisfait de mon corps. C'est ça, la bigorexie. D'accord. Mais on a eu tendance à un moment... Et le sexe, c'est aussi de la... Non, c'est pas la bigorexie. Mais non, mais attendez, ça modifie le corps aussi, le sexe. Tout à fait, mais c'est pas pathologique là. Bon, tout va bien. Me voilà rassuré. Bon, non, on plaisante, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que le sport aujourd'hui prend un peu cette tournure. Non, mais la bigorexie et l'addiction à l'exercice physique, c'est deux choses qui peuvent être concomitantes, mais c'est pas la bigorexie, c'est pas l'addiction au sport. D'accord. C'est souvent les danseurs étoiles qui sont limite dans l'addiction. Enfin, après, c'est question de personne. Vous savez, personne n'est égal devant une addiction. Donc, ça peut être des sportifs de haut niveau comme des sportifs amateurs. Oui, tout à fait. En tout cas, je tenais à vous remercier toujours pareil. Hein, vos émissions sont pertinentes. Merci infiniment. On adore Brigitte. Parce que non, mais c'est vrai. C'est vraiment aidant et c'est toujours un plaisir de partager avec vous parce que vous proposez des pistes de réflexion et qui sont vraiment aidantes. Et je tenais vraiment à vous remercier, vous, monsieur, Brigitte et... Laurent Carilla a la même qualité que moi, et je pense que c'est des qualités essentielles si on veut aider la société. C'est ne jamais juger. Premier point, ne jamais juger. Parce que chacun fait comme il peut, c'est vrai. Et ensuite avoir suffisamment quand même de connaissances pour pas raconter n'importe quoi, parce que la dictologie c'est une branche importante de la médecine, c'est une discipline, et tout le monde n'allez pas voir le thérapeute addictologue qui inscrit ça sur sa plaque et qui a même pas, c'est exactement, Brigitte. Moi, j'entends quand même aujourd'hui, Laurent Carilla, ça doit vous agacer aussi. Ça m'agace, je sais ce que vous allez dire. Oui, plein de gens qui disent qu'ils sont addictologues. Oui, alors ils sont chamans addictologues, ils sont coachs addictologues, ils sont, ça va quoi. Parce que c'est quand même, ça relève du médical, du psychologique et du social, donc il faut avoir une certaine formation, et c'est pas une formation en carton entre guillemets qui fait que vous êtes addictologue, vous avez le titre d'addictologue. Il y a un diplôme, c'est un diplôme particulier. Et on peut se former en addictologie, il y a des diplômes universitaires, il y a aussi la capacité en addictologie pour les médecins et les psychologues, mais tout le monde n'est pas addictologue, mais bon, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, maintenant on voit plein d'addictologues. N'importe qui peut mettre n'importe quoi. Oui, Steve, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, je vous ai coupé ? Non, allez-y. Oui, c'est juste pour parler de mon parcours personnel et professionnel. J'étais de longues années dans les soins de confort. Et en fait, dans ce cadre-là, si vous voulez, mais justement, il n'y a pas de cadre, donc c'est particulier. Mais bon, ça c'était quand même cohérent, ce que je proposais, il me semble. Et quand des personnes venaient, ça m'est arrivé, des personnes me demandaient de l'aide, une béquille, bref, concernant soit la cigarette, soit l'alcool, soit carrément les drogues.
Mais j'étais absolument pas campé, entre guillemets, pour ça. Ouais, et je me permettais de dire ce qui est très difficile dans le soin, de dire non. Pour moi, déjà, ça m'est vous les avez orientés vers les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. On oriente, quand on ne sait pas, on oriente. Vers des professionnels. Je disais, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, c'est bien. Donc, plutôt que de rien faire, et mal faire surtout, vous savez ce que c'est, surtout ne pas nuire, eh ben, je disais non. Mais c'est terrible, c'est difficile. Alors, justement, Steve, merci de ce que vous venez de dire, parce que ça m'amène la question qu'il faut absolument que je pose à Laurent Carilla. Oui, Brigitte. On sent qu'on est peut-être dans une addiction, ou que quelqu'un de proche est dans une addiction. Vers qui on se tourne, quel que soit l'endroit où on habite en France? Vers un CHU? Non, mais il y a des centres. Il y a les centres qu'on appelle les XAPA, c'est les centres de soins en addictologie. Il y a pour les plus jeunes des centres jeunes consommateurs. Il y en a un peu partout. Il y a aussi, il faut en parler à son médecin généraliste, qui peut aussi être l'acteur de première ligne et aider à orienter. Et il y a des services d'addictologie dans les CHU et dans les CHR, dans les centres hospitaliers régionaux. Donc il y a tout un dispositif d'addictologie qui est réparti en France, avec malheureusement des différences entre les régions et les villes, mais il faut essayer d'utiliser au maximum le système de soins. D'accord, donc aujourd'hui on est quand même dans un pays où on peut trouver des spécialistes d'addiction. Les systèmes de soins sont saturés par manque de moyens, et ça, il faut dire à notre gouvernement d'aider la santé en France. Bah ça, je crois qu'on est nombreux à le dire, mais ils sont un peu sourds. C'est ça. Je crois, tous. Bon, enfin, espérons que tout ira mieux. Soyons positifs. En tout cas, merci Laurent Carilla d'être venu nous voir et de nous avoir donné toutes ces informations. Je rappelle que Addict ou pas, c'est aux éditions HarperCollins. Vous saurez, si vous êtes à la frontière de l'addiction ou pas, vous aurez vraiment. C'est vraiment un livre très bien, et je le conseille notamment, par exemple, à ceux qui sont dans le soin, pour pouvoir détecter un patient qui serait éventuellement dans l'addictologie. Merci Laurent Carilla. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Liliane Roudière. Elle a fait toute une grande enquête sur le devoir conjugal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on va en parler avec elle, parce que c'est vrai qu'il y a encore des femmes qui se sentent obligées d'accomplir le devoir conjugal. C'est horrible. Oui, et des hommes aussi d'ailleurs, je les entends aussi. Notre gagnante du jour, c'est Isabelle, qui va recevoir ce Lelo, ce Bravo, stimulateur Isabelle. clitoridien, et qui habite dans le Puy-de-Dôme. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.